Bonjour à tous, je suis ravie d'être face à vous aujourd'hui. Euh, Quand on m'a invitée pour ce TED et qu'on m'a donné le thème, donc Embrasser l'inconnu, ça a tout de suite convoqué une notion importante pour moi, c'est la notion de liberté. J'ai fait une école de beaux-arts, j'ai même fréquenté 3 écoles de beaux-arts en 5 ans. Et après ce cursus, eh bien, j'ai enseigné pendant une année, puis j'ai postulé à des résidences, des bourses. Ce qui fait qu'à 24, 23 ans, j'ai commencé à vivre de mon art, à survivre de mon art. Et donc, je voyageais énormément de résidence en résidence où j'étais accueillie pendant 2, 3, 6 mois. Et j'ai eu le temps de développer un protocole d'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'appliquais le même système, un peu comme un scientifique. C'est-à-dire que je rencontrais les différentes personnalités qui étaient importantes dans la ville en question ou dans le lieu. J'étudiais le patrimoine, l'histoire, et j'en déduisais une œuvre que je produisais et que je donnais à voir. Et donc, j'allais chercher une autre résidence et ainsi de suite. Voilà. Donc, je survivais comme ça pendant quelques années. Et tout le monde était assez admiratif de ça. On me disait, mais quelle chance, tu es si jeune et déjà tu arrives à enchaîner les projets, à montrer ton travail. Donc j'étais portée aussi par un- une distinction sociale. Et un jour, un homme qui n'était pas un ami, mais qui connaissait bien mon travail, m'a fait une réflexion. Il m'a dit, mais je ne comprends pas ton travail. Pour moi, tu es à l'opposé de ce que devrait être un artiste. Tu voyages beaucoup, tu rencontres plein de gens, et tu t'adaptes tout le temps aux conditions. Alors qu'un artiste, c'est quelqu'un qui devrait nous faire voyager. C'est quelqu'un qui devrait transporter son univers et nous l'offrir. Toi, tu fais l'inverse, tu t'adaptes. Bah, ça peut paraître anodin, mais cette réflexion a complètement bouleversé ma conception de l'artiste. Et donc mon statut et mon identité. Sauf que quand vous êtes dans un circuit comme ça de résidence, de bourse, il est difficile de s'en extraire. C'est comme quand vous êtes à vélo, eh bien, si vous cessez de pédaler, vous ne pouvez plus avancer et vous risquez de tomber. Sauf que là, il y avait une nécessité, il fallait vraiment que je m'arrête. Donc j'ai décidé de m'extraire de tout ça et de retourner vivre chez mes parents. Sauf que quand ça fait 10 ans que vous avez quitté le domicile familial et que vous demandez à vos parents de revenir, alors déjà, il faut mettre son ego de côté. C'est difficile, surtout quand on est artiste. Et puis, il faut avoir des parents extrêmement conciliants, vous voyez, patients. Donc ça a été une épreuve difficile mais nécessaire et qui m'a permis d'expérimenter d'autres casquettes. J'ai été commissaire d'exposition, j'ai été critique d'art tout en essayant de développer mon travail, puisque j'avais le temps. Enfin, le temps, oui et non, j'étais quand même dans une urgence. Le but, c'était pas de rester chez mes parents éternellement, sachant que je les avais quittés à 17 ans. Voilà. Et puis la chance m'a souri. Enfin, la chance m'a souri. La chance, ça se provoque. Hein. J'avais fait une demande d'atelier logement à la ville de Paris 5 ans auparavant et sans réponse, sans suite. Et ce qui a tout bouleversé, c'est que j'ai eu le contact au ministère de la Culture de la personne chargée des logements pour artistes. Donc je l'ai contacté. Je lui ai écrit un mail, je lui ai envoyé un dossier, mon CV, et il m'a reçu en entretien. Et pendant cet entretien, eh bien, il a compris la nécessité que j'avais de partager ma passion, d'échanger à ce propos. Et donc cet homme m'a trouvé un atelier logement dans Paris, et il a fait plus que ça. Il m'a aussi permis d'avoir un métier. C'est-à-dire qu'un jour, il m'appelle, il me dit, écoutez, si vous voulez travailler, je donnais votre nom dans l'école de mon fils. Il y a un poste d'enseignant d'art plastique qui s'est libéré. Donc, si vous voulez travailler, vous appelez ce soir et advienne que pourra. Donc, j'ai appelé, j'ai été prise. Maintenant, ça fait 4 ans que j'ai un atelier logement, que j'ai un métier avec un salaire. Et donc, j'ai cessé de survivre pour me mettre à vivre. Et ça, c'est très important. Et puis, comme vous tous, il y a 2 ans, eh bien, la pandémie nous est tombée dessus. Et avec la pandémie, il y a eu le confinement. Et ce confinement nous a permis à tous de prendre du recul sur nos vies. Alors ça a été plus ou moins facile, plus ou moins douloureux, mais au moins on a eu la possibilité de s'extraire. Il y a eu un temps suspendu. Il y a un philosophe qui s'appelle Éric Fiat qui a écrit une ode à la fatigue. Et dans cette ode à la fatigue, il traite de l'otium. L'otium, c'est un temps de repos où vous vous rendez disponible à la contemplation, à la réflexion artistique. Vous vous rendez disponible à l'essentiel. Et
dans ce temps de disponibilité à l'essentiel, je me suis rendu compte que mon essentiel, au-delà de l'art, c'était la peinture. Et la peinture, eh bien, j'ai arrêté de peindre en intégrant les beaux-arts, en rentrant aux beaux-arts. Parce que quand je suis entrée aux beaux-arts, j'ai compris que c'était une pratique qui était considérée comme réactionnaire, qu'il était de mauvais goût de peindre, et encore plus de peindre du figuratif, que c'était vraiment has-been. Et s'il y a bien une chose qu'un étudiant aux beaux-arts ne veut pas porter, c'est vraiment l'étiquette de réac. Voilà. Donc, comme un bon petit soldat, j'ai assimilé tous les diktats qu'on m'a transmis et j'ai fait de l'art conceptuel. J'ai fait de l'art conceptuel et puis j'ai voyagé, je me suis adaptée sans cesse. Parce qu'à l'époque, je considérais que être intelligent, c'était être capable de s'adapter. Et j'avais besoin de cette reconnaissance. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour mettre en évidence que j'étais soumise à mon habitus. L'habitus, tel que le définit Pierre Bourdieu, le sociologue, c'est la somme de vos origines sociales. C'est-à-dire qu'en fonction de votre milieu, en fonction de votre culture, de votre éducation, vous portez dans votre corps et dans votre mental tout ce qu'on vous a transmis. Je vais vous donner un exemple très très simple pour illustrer un peu mon propos. C'est-à-dire que le mois dernier, à Paris, il y a eu Paris Photo. C'est une foire d'art et on m'a donné un pass VIP pour faciliter l'entrée dans cet événement. Et j'attendais, je rentre et il y a un vestiaire pour les VIP, donc j'attends derrière un monsieur qui déposait ses affaires. Et là, il y a une femme qui a surgi et qui est rentrée directement et qui a déposé ses affaires sur le comptoir en me passant devant. Ça, c'est l'habitus. D'où elle vient, elle n'attend pas. Elle rentre, elle pose, on s'occupe d'elle. D'où je viens, j'attends mon tour. Passe VIP ou pas. Donc je vais quand même signifier que sa place était derrière moi et qu'elle ferait bien d'attendre son tour. Et bien là aussi, ça a été une autre révélation, entre guillemets, de l'habitus, c'est qu'elle a été choquée, alors j'étais très courtoise, elle a été choquée que je la contrarie. Et elle m'a regardée avec stupeur. Voilà, c'est ça l'habitus. L'habitus, je vous en parle parce qu'en fait, d'où vous venez, ça va conditionner votre ambition. Généralement, on définit notre ambition en rapport avec les chances qu'on a d'atteindre cette ambition. Et moi, d'où je viens, on ne se posait pas la question du milieu parce qu'on était tous à peu près au même niveau. Et avec mes camarades des Beaux-Arts, je ne me rendais pas compte que dans ma valise, je n'avais pas les mêmes outils qu'eux. Enfin, je ne me rendais pas compte. Si, plus ou moins. C'est-à-dire qu'un jour, pendant un cours de philosophie, notre professeur nous a présenté Surveiller et punir de Foucault. Donc pendant 2 heures, il parlait de Foucault. Moi, je me disais, waouh, Foucault présente Qui veut gagner des millions et en plus, il écrit Surveiller et punir. Respect absolu, quoi. Enfin, donc je me disais, non, c'est pas possible, il y a un truc. Au niveau du temps, non, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Et donc j'ai eu le livre entre les mains et j'ai découvert que c'était bien Michel Foucault et non pas Jean-Pierre. Donc voilà, l'habitus, c'est ça. C'est le capital culturel aussi. Je fais référence encore une fois à Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Aujourd'hui, j'ai un confort. Aujourd'hui, je suis dans un état de confort qui est nettement supérieur à toutes ces étapes-là. Sauf que, en sortant des Beaux-Arts, je ne me suis pas rendu compte que pour se jeter dans l'inconnu, il fallait un filet. Et quand vous vous jetez dans l'inconnu sans filet, soit vous êtes suicidaire, soit vous êtes un ignorant. Et moi, j'ignorais. Moi, j'étais dans l'ignorance. J'ignorais que pour sauter en parachute, il fallait un parachute. J'ai cru que je pouvais voler, mais non. Et donc, mon expérience de résidence en résidence, d'avoir la boule au ventre, de ne pas savoir où je dors le soir, de fréquenter tous les canapés de mes amis, voilà, là, j'ai compris qu'il valait mieux avoir une sécurité pour pouvoir prendre des risques. Et ça c'est mon expérience qui me l'a confrontée. J'ai été confrontée. Moi, l'inconnu, avant de l'embrasser, je l'ai vécu dans ma chair. Et aujourd'hui, avec cette stabilité, j'ai compris que le nécessaire, c'était se loger, se nourrir, aimer, être aimé. Autrefois, quand j'étais un peu plus jeune, on va pas se mentir, quand j'étais jeune, je disais tout le temps, la nécessité crée l'action. La nécessité crée l'action. Je le crois toujours. Sauf qu'à l'époque, je mélangeais nécessité
et essentiel. L'essentiel, c'est l'art, c'est la peinture. L'essentiel, c'est ce qui donne du goût à votre existence. Mais sans avoir assuré cette nécessité, vous ne pouvez pas vous mettre dans cet essentiel. Donc, quand j'étais de résidence en résidence, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un vélo, vous devez continuer à pédaler pour tenir debout. En fait, non, j'étais sur une moto. J'étais sur une moto, et quand vous êtes à moto, vous accélérez et vous devez regarder loin devant vous. Parce que si vous regardez sur votre roue avant, vous tombez. Donc, je regardais loin, loin devant. Et en fait, la question du temps est indispensable. Il faut pouvoir être présent là. Il faut rentrer en résonance avec le moment. Aujourd'hui, je peux, parce que j'ai pas faim, j'ai pas froid. Enfin là, si, il fait froid, mais normalement, j'ai pas froid. Et je suis pleinement disponible. Il y a un dieu grec qui s'appelle Kairos. Kairos, il prend les traits d'un jeune homme avec une chevelure abondante comme ça. Quand vous le rencontrez, il y a 3 attitudes possibles. Soit vous ne le voyez pas, soit vous le voyez et vous ne faites rien, soit vous tendez la main et vous le saisissez par les cheveux. Le Kairos, c'est l'instant T. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. On n'a que le présent. Bien, c'est ça aussi, rentrer en résonance. Et vous savez, avec l'expérience, je me rends compte que le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est se rendre disponible à l'accident, à l'imprévu. Si quand vous marchez dans la rue, vous avez des écouteurs et vous regardez vos pieds, vous risquez pas de voir votre ami qui passe à côté de vous. Vous n'êtes pas là. Donc, une fois que vous avez assuré votre nécessaire, vous pouvez vous rendre disponible à l'essentiel et enfin embrasser de tout votre être, de tout votre corps, l'inconnu. Merci de m'avoir écouté.